bonjour, je suis ravie d'être là en votre compagnie et de voir comment je peux essayer de vous donner quelques rudiments de la vie psychique du fœtus et du tout petit. Alors, vous allez me dire, on se souvient quand même pas tellement de ce qu'on pensait et comment on vivait les choses de ce temps-là. Je m'en souviens pas plus que vous. Donc, quel est le moyen que nous avons? Heureusement, Brigitte a eu la bonne idée de projeter des dessins d'enfants. Bon, moi, je prépare pas les trucs, donc vous n'aurez qu'à m'écouter. Hein. Tant pis pour vous, il faudra m'écouter. Mais donc, ce qui est très chouette, c'est que vous avez vu, c'est absolument extraordinaire, comme dans leurs dessins, en fait, les enfants rejouent leur vie fœtale et la vie de leur petite enfance. Ce qui fait qu'on connaît beaucoup de choses physiologiques sur les tout-petits, mais je me suis amusée à me dire, tiens, qu'est-ce qu'on raconte sur Internet sur la vie psychique du fœtus et du tout-petit? Ah ben, honnêtement, je ne suis pas douée, mais j'ai vraiment pas trouvé grand-chose. Alors je me suis dit, c'est vraiment compliqué, quoi, parce que c'est comme si un bébé et un fœtus, c'était juste une masse charnelle dont on expliquait comment il grossissait, comment il se développait, etc. Donc je pense que c'est intéressant peut-être d'en comprendre un peu plus et, by the way, de vous intéresser aussi au dessin des enfants. Pas pour autant les interpréter, mais il faut se rendre compte que c'est une parole. Rien n'est insignifiant dans un dessin. Hein. Et dans ses premiers tracés, le tout petit, il vous raconte comment il a vécu sa vie fœtale. Si vous n'y comprenez rien, c'est pas grave. Hein. Ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est pas juste de regarder ça en disant « Oh, dis donc, c'est du gribouillage, oh, les poubelles. » Parce que non, c'est pas poubelle. Il raconte avec ses cercles, il raconte comment tout petit, il a eu besoin de la captation affective pour comprendre le monde. Il doit capter. Hein. Il dessine avec ses petits points, ses machins, comment il s'est senti les ondes, les vibrations dans le ventre de sa mère. Donc, enfin voilà, c'est vraiment important ça a été pour moi, et comme bien d'autres, une piste pour essayer de comprendre les enfants. Alors on va faire un tout petit chemin théorique. C'est vous bien comprendre pour vous la différence entre image du corps et schéma corporel. Je suppose qu'il y a quand même un nombre de vous qui ont entendu parler de ça, mais c'est très important. Qu'est-ce que c'est que l'image du corps? L'image du corps, c'est le corps vécu. C'est-à-dire tout ce qui s'inscrit dans le corps de l'enfant à travers ce qu'il a éprouvé et ce qu'il a ressenti à chaque instant de sa vie. Et de notre vie, tous. Hein. Tout ça est inscrit en nous, de façon tout à fait inconsciente. Mais c'est là, et toutes ces petites inscriptions, toutes ces sensations, toutes ces émotions qu'un bébé, même un fœtus et qu'un bébé ressent, qui lui donne petit à petit une sensation d'existence et d'être le même. Notre image du corps, la façon dont elle se construit, c'est terriblement important parce que c'est cette image du corps inconsciente que nous avons qui nous donne ce sentiment d'être les mêmes ici que quand vous sortirez de la salle, que quand vous serez dans le métro. Je suis toujours Diane Drory. Mais ça ne tombe pas du sens comme ça. C'est toutes les expériences qu'on aura, tous les échanges que nous aurons eus, qui nous auront aidés à construire cette mêmeté d'être.
Donc, cette image du corps, avant, on pensait que ça commençait à se construire à la naissance. Mais pas du tout. L'image du corps se construit dès la conception. Et elle se construit comment quand on est un fœtus? Eh bien, elle se construit de trois façons. Elle se construit d'abord par toutes les sensations kinesthésiques, c'est-à-dire tout ce que la peau ressent, évidemment, se construit durant la vie fœtale, et puis après. Cette image se construit avec trois choses. Nos sensations kinesthésiques, nous avons chaud, nous avons froid, j'oublie de dire, elle est construite à 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui se construit de la conception jusqu'à 3 ans. Pour vous dire, comme quand même la petite enfance est quelque chose d'essentiel. Elle se construit par des sensations kinesthésiques qui nous donnent le sentiment d'être vivant, d'exister pour quelqu'un. Cette image du corps se construit à travers un fonctionnement dynamique, c'est-à-dire la capacité que j'ai de bouger, tant dans le ventre de ma mère que de bouger. Les kinés vous diront actuellement que c'est vraiment compliqué parce que les enfants sont bloqués dans des chaises où ils ne savent plus se tourner, ils ne rampent presque plus, et donc au niveau de l'image du corps, il est très important qu'un bébé puisse bouger, parce que ça construit l'image dynamique de son image, la partie dynamique de son image du corps. Et puis bien sûr, son image du corps est évidemment aussi construite par les sensations de plaisir ou de déplaisir à travers toutes les expériences qu'il vit. Et donc, les sensations, le mouvement, le fait de pouvoir utiliser, bouger son corps, le plaisir ou le déplaisir qu'on a, ces choses-là construisent cette image du corps que nous avons à l'intérieur de nous et qui est évidemment unique. Ce qui est différent du schéma corporel, le schéma corporel, c'est le corps connu. L'autre, c'était le corps vécu depuis le premier jour de notre conception. Le corps connu, le corps connu, c'est quelque chose qui se construit, disons, vers 2 ans et demi, 3 ans, je commence à connaître, c'est savoir que j'ai des jambes, des bras, une tête, ça se construit beaucoup plus tard. C'est très important, c'est la conscience consciente que j'ai d'avoir un corps, de savoir l'utiliser, et ça se construit à travers l'apprentissage et l'expérience. Là où le schéma corporel se construit à travers les ressentis, les sensations, les émotions, le schéma corporel se construit avec l'expérience et l'apprentissage. Il est évident que les deux vont de pair. Ce n'est pas 2 blocs séparés, ça s'enchevêtre, ça se construit ensemble. Mais c'est donc très important de se rendre compte que beaucoup de difficultés des enfants viennent de la construction de leur image du corps. Par exemple, une phobie des moustiques. On m'amène un enfant qui a la phobie des moustiques. Qu'est-ce qu'on va chercher? Les phobies, très souvent, sont liées à une crainte d'être atteint dans justement son image de corps, dans son sentir existant. Eh bien, en travaillant avec les dessins de l'enfance, qui venaient spontanément, cette petite me dessine des choses étranges et tout ça, avec vraiment un ventre et puis des formes comme vraiment un bébé. Et puis, suite à ça, je demande à la maman, tiens, comment s'est passée la grossesse? Est-ce qu'on vous a fait une ponction amniotique? À ce moment-là, elle m'a dit, ah oui. Et d'ailleurs, on pense même,
je ne sais plus si c'est celui qui faisait l'échographie ou le gynécologue, on se pense même que le bébé a été touché, il y a eu une petite maladresse, petite, enfin un grand mot, une maladresse et l'aiguille a touché le bébé. Eh bien, cette petite s'en souvenait et la phobie des moustiques venait de cet incident-là qui avait probablement à ce moment-là créé un stress gigantesque chez ce fœtus dans le fait d'avoir la peur de mourir. Donc, vous voyez que déjà dans la vie fœtale, l'être humain est extrêmement sensible à tout ce qui se passe et aux échanges entre lui et le monde environnant, alors qu'il n'est pas encore dans l'aérien. Et le fœtus enregistre énormément toutes les sensations qu'il traverse et qu'il traverse aussi sa mère. C'est pas pour ça que ce que sa mère vit d'emblée a un impact traumatisant sur le bébé. Il sait très bien se protéger aussi. Mais il se construit à travers tout ça. Et ce qui a permis de le voir, c'est que par exemple, un bébé, un fœtus, dont on remplit le liquide amniotique de sucre, en boit 2 fois plus que de normal, quand c'est bon. Donc c'est pour vous dire, comme il y a déjà la capacité du goût, il en boit 2 fois plus. Vous mettez un produit, enfin, un aliment amer, il crache, il veut pas. Son liquide amniotique amer, c'est pas son truc. Donc déjà là, le risque d'obésité, déjà là, ils aiment le sucre. Mais donc, c'est pour vous dire comme c'est étonnant, comme les sens sont déjà incroyablement développés. Le goût, l'ouïe, bien sûr, tout le monde connaît, le test faire écouter de la musique à un enfant, et il le reconnaît d'emblée après la naissance. Il y a une belle histoire. Il y a un bébé qui se calmait à l'hôpital, il pleurait tout le temps, il se calmait. À un moment, c'est quand la dame qui vient nettoyer les chambres passait l'aspirateur. Et donc, en interrogeant la maman, on a su que c'était une maman qui aimait beaucoup travailler à l'aspirateur pendant toute la grossesse. Elle a beaucoup utilisé son aspirateur. Eh bien, on peut mettre du Mozart, c'est peut-être plus sympa que de l'aspirateur, mais c'est chouette de savoir qu'on peut déjà, avec un fœtus, l'initier à aimer ce que nous aimons, la musique, et que ça l'aide après la naissance. Et donc, après la naissance, il va naître avec toutes ces expériences en lui. Et il va le raconter à sa façon. Évidemment, chez moi, en tant que psychanalyste, il vient le raconter de façon peut-être pour moi audible. Les parents disent ils disent n'importe quoi. Par exemple, je l'ai noté parce que cette semaine, il y a un enfant qui arrive et qui dit quand un animal mange le nez, on n'est plus né. Ça veut dire qu'on est mort. On ne sent plus rien. On n'a plus de cœur. C'est magnifique. Un petit gosse de 4 ans qui m'a dit ça. Et il résume tout. Il résume tellement comme être né, c'est exister. Et quand un animal mange le nez, c'est-à-dire c'est un enfant qui avait il y avait vraiment eu des problèmes pendant la grossesse, il pouvait tellement dire on sent plus rien, on n'a plus de cœur. Vous savez que le cœur, il y a un cerveau dans le cœur, on n'en parle pas du tout, mais enfin, il y a un cerveau dans le cœur, il y a un cerveau dans le ventre, on sait ça depuis 1700 et des, mais on n'en parle pas parce que c'est un peu compliqué, parce que le cerveau du cœur, en fait, c'est le siège de l'affectif. Le cerveau du ventre, c'est le siège des émotions. D'ailleurs, vous savez comme moi, quand il va pas très bien, il dit j'ai mal au ventre. Alors dans le temps, et encore même moins, hop, on ouvrait le ventre pour regarder ce qui va pas. On voit rien, évidemment.
Il avait peut-être un stress à un autre niveau. Mais donc, l'enfant, il arrive au monde déjà avec tout ce bagage dans son image du corps. Dolto appelait ça, il arrive déjà avec son narcissisme primordial. C'est donc déjà, il y a déjà un début de moi, d'existence, je dirais de personnalité par rapport à ce qu'il a vécu. Et d'ailleurs, tout ça étant aussi, vu que le toucher est un sens extrêmement développé chez le fœtus, je suis intimement persuadée que la peau a une mémoire. Je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que ceux qui travaillent. Mais donc, beaucoup de tout ça, pour moi, c'est évident, s'inscrivent dans la peau, dans les cellules, dans la peau. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé un très beau, tout petit texte de Catherine Dolto. Ça m'a rassurée, comme ça je me suis dit, ils vont se dire, bon, elle ne raconte pas que des bêtises, puisque quand même Catherine Dolto le dit aussi. Nous sommes au début de notre vie des êtres vibratoires à l'affût de tout ce qui fait signe. Le toucher étant notre sens le plus archaïque, le son, porteur de sens, s'inscrit par le biais de la peau, parmi les ressentis les plus anciens. C'est ce qui leur donne une importance toute particulière. Cette peau intelligente se révèle donc très tôt comme un organe de communication actif et subtil permettant la discrimination. Donc je pense que c'est pas pour rien que des gens comme Brigitte insistent sur le peau à peau, le corps à corps, le parler à travers la peau à un tout petit. Parce que la peau, c'est vraiment ce qui lui permet de comprendre les choses. Alors, par rapport à ce que peut vivre et mémoriser un fœtus, je voudrais quand même vous donner quelques petits exemples. Bon, j'ai pas les dessins ici parce que bon, c'était trop compliqué, mais j'ai eu des dessins d'enfants qui me racontaient l'éclampsie de leur mère, alors que je ne le savais pas, qu'ils étaient nés suite à une éclampsie, des dessins ahurissants avec l'utérus qui vibre, avec des trucs noirs, et puis un tout petit bonhomme tout racrapoté au milieu. J'ai des dessins avec, un avortement qui avait raté, alors où l'enfant dessine un utérus rempli de sang, avec une histoire quand même assez trash, puisque je demande toujours aux enfants de raconter l'histoire de leur dessin. Il y a chose amusante, vous savez que, bon, à notre époque, on fait quand même beaucoup de procréation médicalement assistée. Alors ça, je me marre, parce que il y a un enfant en difficulté, et puis bon, je fais un peu un bilan, je travaille un petit peu avec lui, et puis je fais venir les parents et je dis, écoutez, conçu par procréation médicalement assistée. Ils me disent, ouais. Et est-ce que par hasard on n'aurait pas mis 3 œufs et qu'il y en a 2 qui... Comment vous savez ça? Je dis, j'ai regardé le dessin de vos enfants, tout, de votre enfant. Donc c'est hallucinant de se rendre compte donc, que notre mémoire, la mémoire du corps, c'est ce qui se passe dans l'utérus de la mère. Et que donc, comment ce dessin-là, j'y pense à ce dessin-là, comment il m'avait décidé dessiner un petit étang avec 5 grenouilles, parce que là, la mère, on avait mis 5, c'était à l'époque, mais on ne fait plus ça. Il y en avait 5, et il m'explique, voilà, il y a 4 grenouilles qui sont mortes, et il y a une grenouille vivante. Alors je me suis dit, c'est quoi ce truc-là, un étang qui est en forme d'un utérus. Et bon, effectivement, la mère m'a dit, mais comment vous savez, etc. Bon, enfin, il l'avait décidé. Parfois même, en m'occupant d'un enfant psychotique,
Là, j'ai été moi-même absolument sidérée. Cet enfant, je l'avais en thérapie depuis vraiment depuis un bout de temps. Et puis à un moment, il joue là dans un coin de mon bureau. Et puis il me dit, je vais te raconter quelque chose que tu ne connais pas. J'ai dit, oh ben oui, merci, c'est bien, chouette, vas-y. Eh ben tu ne sais pas comment ça peut être. Quand on est pris dans une force terrible qui veut vous arracher, et je l'ai vu partir, mon copain, je l'ai vu partir, celui avec qui j'étais. Et moi, je me suis accrochée, et en fait, il parlait de la mort de son jumeau. Hein, de son jumeau qui était, c'était une fausse couche. Et donc, la façon dont il m'a décrit ce que peut vivre un fœtus qui essaye de ne pas partir, comment il me racontait, comment il s'accrochait à la paroi. Enfin, écoutez, moi j'étais là en me disant, je rêve, ou c'était hallucinant. Et ça, il me l'a raconté. Parce que voilà, tout à coup, dans ce jeu, hop, il est parti, il ne disait pas, je raconte la perte de mon jumeau, mais dans tout son discours, c'était clair que c'était de ça qu'il parlait. C'était quand même très, très frappant. Un autre récit qui est peut-être très important pour tout ce qui se passe actuellement avec les adoptions, les mères porteuses, etc. Toutes les procréations médicalement assistées en tout genre. On m'amène un enfant qui va vraiment pas bien, me dit rien, mais bon, voilà, il va pas bien. Et puis, je fais un bilan et je le fais dessiner une famille. Et dessine papa, maman, lui et son frère, et puis une personne tout à fait à droite. Et puis, je lui dis, c'est qui, ça? Ah, ça c'est ma mamie, mais je la connais pas. Bon, ok. Puis bon, je continue le bilan, et dans d'autres choses qu'il me fait, je me pose des questions, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quelqu'un dans la vie de cet enfant qui plane, qui revient. Enfin, finalement, je fais venir les parents seuls, et j'ai écouté, je ne comprends pas très bien. Est-ce qu'il y a une grand-mère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ah oui, ben on ne vous l'a pas dit, en fait, il est né par mère porteuse. Et l'enfant ne savait rien. Mais c'est quand même vraiment impressionnant, hein, de se rendre compte que, bon voilà, on fait beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses intéressantes et de bien là-dedans, mais il faut se rendre compte que rien n'est innocent. Hein, et que donc, tout ce qu'on fait au niveau des procréations médicalement assistées, des donneurs, etc., ça n'est pas juste de la mécanique physiologique. Je peux vous en raconter, parce que je m'occupe pas mal de ce genre de choses, je peux vous en raconter jusqu'à demain soir, hein, des vécus de fœtus, des souvenirs, des mémoires, etc. Donc voilà, je trouve que c'est important de le savoir, que voilà, un don d'ovule, c'est pas juste donner une cellule, non, c'est donner quelque chose qui est habité. Enfin voilà. Et donc, c'est important de le savoir, quoi. Nous ne sommes pas que de la masse charnelle. Et un petit détour peut-être que je veux faire par rapport à quelque chose qui m'est arrivé cette semaine, et je me suis dit, tiens, ben, je vais vous en parler parce que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants ici, etc. On m'amène cette semaine un petit garçon dont la maman a fait une fausse couche, 4 mois et demi, de petite sœur, on l'appelle. Et bon, la maman m'avait téléphoné le week-end passé, un petit peu en catastrophe, en disant, la fausse couche avait eu lieu il y a 10 jours, je crois, en disant, voilà, mon fils a des réactions bizarres, il dit qu'il y a des monstres dans mon ventre, etc. Enfin, elle était assez inquiète.
Et je lui demande un peu, bon, ben, elle me dit, voilà, j'ai fait une fausse couche, et puis après, la fausse couche, la sage-femme qui était là a expliqué au petit, voilà, tu sais, ta maman, il y a avant, il y avait un bébé, et puis le placenta, 4 ans, hein, le placenta n'a pas bien nourri le bébé, et le bébé, il est parti, maman a perdu beaucoup de sang, et c'est pour ça que maman est un peu faible. Enfin, une explication physiologique à ce pauvre quête de 4 ans, qui évidemment en a fait une purée. Alors s'il vous plaît, respectez les enfants à 4 ans, hein, ils n'ont pas besoin de cours de médecin. Donc évidemment, ce gosse, bon, il reçoit des infos, 1 heure après, il va chez sa pédiatre, dans le même hôpital qui, elle, bon, intelligemment se dit, il ne faut pas qu'il se sente coupable de la fausse couche, donc je vais lui dire qu'il n'a rien à voir là-dedans, que de toute façon c'est maman, entre guillemets, qui aurait peut-être mal foutu et qui fait que le bébé est parti. Il faut savoir, par ailleurs, dans ce même contexte, que c'est arrivé le soir, que le matin, la mère avait fait une échographie, que tout était parfait, mais qu'à ce moment-là, en plus, l'enfant avait été très difficile, le petit, et que, c'est la maman qui me raconte ça, elle se dit, oui, le pauvre, je l'ai engueulé, j'ai dit qu'il fatiguait maman, parce il a assisté à l'échographie, mais il faisait le clown, enfin, comme tout gosse de 4 ans, c'était normal, quoi. Et bon, la maman dit, oui, je suis embêtée, parce qu'en fait, je ne veux pas qu'il croie que c'est parce que parce qu'il a été assez insupportable chez l'échographe. Enfin, résultat des courses, j'ai dit, écoutez, venez avec cet enfant, parce qu'il est temps peut-être de rectifier les choses, justement au niveau de son image du corps. Imaginez-vous ce que ça peut produire comme inscription inconsciente chez lui. Et j'ai fait dire, on parle un peu d'une chose ou l'autre, puis j'ai dit, tiens, et ta maman, qu'est-ce qui est arrivé à ta maman? Raconte un peu avec petite sœur. Ah oui, ben maman, elle a des... elle a des très méchants dans son ventre qui sont venus avec des épées et ils ont coupé son ventre et maman, elle a son ventre plein de sang et ils ont tué petite sœur. Enfin, vous voyez, et maintenant, maman, elle a des monstres dans son ventre et ça. Donc cet enfant était parti comme ça dans un trip absolument dingue où, entre les lignes, on voyait bien, vous savez tous qu'à cet âge-là, l'enfant a la pensée magique, et donc il part, comme tout enfant, il y a une petite sœur qui arrive, bon, il est content, mais il n'est pas si content que ça, il y a le désir de mort toujours, et donc cette facilité de se dire, c'est à cause de lui que cette petite sœur est partie. Donc, je trouve que c'est important, vous qui êtes quand même dans ce métier-là, ou qui visez vous intéresser à ça, de savoir que il faut faire très attention dans ce genre de choses, et que finalement, moi j'ai conseillé aux parents de dire simplement, la petite sœur, elle a décidé de partir. C'est ni la faute de la maman, ni la faute du garçon. La petite sœur, elle a vécu ce qu'elle avait envie de vivre, et puis elle est partie dans d'autres aventures. Et j'ai senti ce petit apaisé que, oui, c'est la petite sœur qui avait envie de passer un petit temps, de les connaître, d'entendre la voix de tout le monde et tout. Et puis après, elle est partie faire un autre voyage sur une autre planète. Et personne, parce que la mère, évidemment, ce qui est souvent logique, culpabilisée d'avoir été fautive, du tout. Voilà. Surtout que tout allait bien quelques heures plus tôt. Et donc tout ça pour dire comme aussi un fœtus est déjà tout en recherche de communication, de compréhension de ce qui se passe autour de lui. Et comme l'a expliqué Brigitte, l'autonomie et tout ça sont évidemment basés sur cette capacité-là. Donc on peut vraiment déjà parler d'un espace relationnel
durant la grossesse. Ça, c'est quand même très, très important parce que vraiment, les messages qui sont adressés au fœtus sont déjà là, s'inscrits dans la mémoire et sont déterminants pour son devenir. Ça ne veut pas dire que l'image du corps n'évolue pas, elle évolue tout le temps. Chaque événement, chaque émotion, c'est quelque chose qui est en mouvance, hein, mais les premières inscriptions sont là. Alors, il y a le moment où la naissance arrive. Alors la naissance, c'est quoi? C'est évidemment un choc dans le sens que l'enfant se retrouve dans un tout autre équilibre et qu'il perd finalement les 4/5 de ce qu'il était avant. Il perd son enveloppe amniotique, il perd le liquide amniotique, il perd le cordon ombilical et il perd le placenta. Toute notre vie, c'est ce que nous continuons finalement à chercher. Nous faisons une jolie maison, nous, quelque part, nous reconstituons notre cavité ombilicale, amniotique. Nous avons besoin de relations, nous avons besoin d'amis, c'est notre cordon ombilical. Donc, nous sommes tous à rechercher, à travers tout ce que nous faisons dans le quotidien, à rechercher cette unité de quand il y avait tout ça, mais évidemment, on le recherche par les moyens que nous avons. N'empêche que quand même, ça fait une certaine détresse pour cet enfant qui, tout à coup, doit être aidé à être assigné dans son corps. C'est-à-dire qu'on doit le faire habiter consciemment son corps. Et ça, c'est le corps à corps, le peau à peau, toutes les interactions entre les personnes qui l'accueillent et lui qui est là dans des conditions très différentes d'avant, parce que ce qu'il sait faire maintenant dans le monde aérien, c'est qu'il sait beaucoup plus interagir. Il sait voir, il voit, et il sait s'exprimer, se faire entendre, il sait pleurer. Et donc, dans cette nouvelle interaction, il y a action-réaction, qui est possible pour le bébé. C'est pas mal ça. Coucou. Et donc, c'est dans il va se construire son image du corps à travers action-réaction dans cette alimentation à la fois nourricière, toute l'interaction autour de la nourriture, mais bien sûr, il ne s'agit pas que d'alimentation nourricière, il s'agit aussi d'alimentation de stimuli appropriés à ses besoins. Et c'est cette alimentation double qui va lui apporter les fondements de son organisation et des forces vitales du moi. Alors, quels sont ces fondements? L'espérance. C'est quelque chose qui est important. Alors, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est la capacité de d'accepter un délai de temps. Ça veut dire, dans notre société d'immédiateté, vous avez vu combien d'enfants ne savent pas attendre, mais quand est-ce qu'on peut attendre? Quand on a reçu suffisamment de principes de plaisir, qu'on sait quand on désire quelque chose, on va le recevoir. Donc ce qui joue pour ça, c'est le principe du plaisir et le principe de constance. Alors qu'est-ce que c'est le principe de constance avec un nouveau-né? C'est la régularité. C'est la possibilité d'une continuité temporo-spatiale. Et c'est vraiment très important dans la façon de prodiguer les soins, cette régularité, ce principe de constance qui va dans le chemin aussi du principe du plaisir, parce que je me repère, je suis bien,
Et quand ces deux principes-là ont été suffisamment apportés, l'enfant sait attendre parce qu'il sait imaginer que ce qu'il souhaite, il va le recevoir. Il n'a donc pas cette angoisse d'avoir tout de suite. Hein? Mais non, je peux attendre parce que j'ai été conforté, j'ai l'expérience que j'obtiendrai ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie. Et donc je peux un petit peu attendre. Hein? Et ça, c'est, ben oui, on lui apprend petit à petit, mais effectivement, dans notre société d'immédiateté, c'est incroyable comme hein, l'enfant veut quelque chose, hein, tout de suite on lui donne. Il est déjà plus grand, hein, il est dans un magasin et tant il veut ça, hop, allez, pour qu'il ne crie pas, on lui donne. Donc, c'est important de se rendre compte que ce qui s'inscrit dans notre image du corps au niveau de l'espérance, ça s'inscrit, les bases, les fondements se mettent déjà chez le tout petit, hein, pendant la première année. Alors, un autre fondement du moi, c'est le vouloir. Alors, qu'est-ce que c'est que le vouloir? Eh bien, chez le tout petit, il a une captation active. Hein, il veut prendre les choses. Hein, le tout petit, déjà, il prend votre doigt, le tout petit. Il prend avec sa mémoire, il prend avec ses yeux, il essaye. C'est un être de communication plus, hein, le tout petit. Il essaye de tout capter pour comprendre le monde. Eh bien, c'est important de pouvoir lui donner la possibilité de construire ce vouloir dans la captation. Par exemple, pendant le repas, tout doucement, qu'il puisse prendre sa cuillère, c'est vrai que c'est peut-être un peu maladroit, c'est vrai, mais ne pas lui donner justement le verre en cristal et l'assiette dans la porcelaine de grand-mère, hein, pour le nourrir. Non, lui donner de quoi découvrir que son vouloir a une place, qu'on est ouvert à ça, qu'on nourrit ça, et ça l'aide alors à avoir un contrôle sur lui-même. Pensez à tous ces enfants maladroits, hein, eh bien, ils sont mal dans leur vouloir. Hein, ils sont hésitants, ils ne savent pas si c'est bien ou c'est pas bien. Donc du coup, ils renversent le verre, évidemment. Alors un autre fondement important, qui se construit aussi dès la naissance, c'est la poursuite des buts. Alors, qu'est-ce que c'est que la poursuite des buts? C'est comment est-ce que la personne qui s'occupe de l'enfant peut comprendre et percevoir ce que l'enfant convoite. Hein? Qu'est-ce qu'il voudrait atteindre? Par exemple, il voudrait boire tout seul. Donc, on lui donne une petite tasse, on lui donne quelque chose qui lui permette de se dire qu'il a le droit de poursuivre un but. Hein? Ça nourrit la performance, la persévérance, pardon. Hein? Alors, pensons à tous ces problèmes scolaires. Ah, il n'est pas persévérant. Eh bien, la persévérance, déjà là, en étant à l'écoute de ce que l'enfant a comme but à atteindre, eh bien, si on le soutient là, on lui montre que c'est intéressant d'être persévérant, qu'on le suit. Autre chose essentielle, le sentiment de compétence. Hein? Se sentir compétent. C'est-à-dire se dire que ça vaut aussi la peine de faire un effort. Si je me sens compétent, je vais faire un effort pour faire les choses. Eh bien, vous voyez, un enfant qui pleure, hein, on a ça dans des familles où voilà, on n'a pas le temps, ou bien la maman est dépressive, ou des choses comme ça, l'enfant pleure, et on ne vient pas écouter ses pleurs, essayer de comprendre.
eh bien, c'est la base. Le fait de se sentir entendu par l'autre, le fait de se dire « je fais l'effort de pleurer », mais ça sert à quelque chose, parce que l'autre vient, c'est les fondements du sentiment d'être compétent. Hein? Idem pour la manipulation, donner aux enfants des jeux adaptés à leur âge, hein, mais pour les aider dans leur sensation motrice, ça leur donne le sentiment que voilà, ils sont capables de faire quelque chose, faire un effort, essayer de mettre le rond sur le truc, voilà, ils sont soutenus, ben ça ne va pas tout de suite, mais être soutenus dans cette compétence. C'est extrêmement important. De nouveau, pensons à tous les problèmes scolaires que les enfants rencontrent aujourd'hui. Alors, très étonnamment, la fidélité. Eh bien, un des fondements du moi, c'est la fidélité. Alors, comment est-ce que la fidélité peut déjà se fonder chez un tout petit? Eh bien, elle se fonde par le fait que la mère accepte qu'une fois que l'enfant est né, il est séparé d'elle. Qu'elle accepte qu'elle n'a plus le tout pouvoir sur lui. Et donc, ça permet à l'enfant, donc par exemple, qu'on l'autorise à ramper malgré qu'il va salir son pantalon, que donc il peut désirer quelque chose que la mère ne désire pas. Et ça a l'air évident, mais je vous assure que ça ne l'est pas. On n'a qu'à penser jusqu'à quel âge est-ce que les mères habillent leurs enfants, c'est hallucinant. 6 ans, elles sont encore là à l'habiller. Alors que, comme expliquait très bien Brigitte, l'enfant qu'on aide depuis tout petit, qu'on fait comprendre qu'il peut participer à son habillement, ben ça lui donne justement ce sentiment de compétence, de persévérance. Ça ne va pas du premier coup, mais je persévère et puis je deviens compétent, je sais le faire. Et en plus, ça me donne le sentiment que je peux aimer l'autre parce que l'autre me reconnaît dans ma différence. Je ne dois pas être son objet. L'enfant qu'on habille à 6 ans, il est encore toujours l'objet de sa mère. Parce qu'il ne peut évidemment pas choisir ses vêtements, parce que vous comprenez, il ne va jamais s'habiller comme j'aime bien, donc c'est ça. Non. C'est important de se rendre compte que dans tous ces tout petits gestes, déjà envers des tout petits, eh bien, on met les bases du fait de pouvoir aimer l'autre parce que l'autre me reconnaît dans ma différence. And last but not least, l'amour aussi. Parce que les bases de l'amour, parce que dans les moments de détente qui sont offerts à l'enfant, eh bien, il apprend à recevoir de la façon dont on lui donne. Et en même temps, il apprend à faire à l'autre ce que l'autre a envie. Donc ça aussi, ces moments de rencontre, ces moments de tendresse, ces moments de détente, c'est des moments de mise en place de la capacité de recevoir et de donner. Et l'amour, c'est ça. Donc, cette première année de vie, vous voyez comme c'est incroyable ce qu'elle construit déjà dans les fondements du moi et de l'image du corps, dans des choses que nous ne contrôlons pas du tout, qui est inconsciente, mais qui s'inscrivent en nous. Alors, il est évident que rien dans tout ce que je vous ai dit, on ne peut rien apporter toujours de façon parfaite. Et parfois, un enfant est en difficulté et vient et disant oh, moi, on ne m'aime pas. Et les parents disent mais enfin, on a tout fait. Mais je dis évidemment, c'est pas parce qu'il vous dit qu'on ne l'aime pas que vous ne l'avez pas aimé. Il faut savoir que chacun dans nos fantasmes,
ce que nous imaginons, ce n'est pas d'emblée, nous avons une part de tous les malentendus de la vie, qui font qu'un enfant peut se sentir pas aimé, alors qu'on lui a apporté le plus possible, mais voilà, il a construit ses fantasmes à travers cette mémoire, ces sensations synesthésiques, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti, voilà, on se construit à travers tout ça, on imaginise, dans les enfants, dans leurs dessins, ils imaginisent, ils mettent en image tous ces vécus inconscients, ce qui leur permet parfois de dépasser les difficultés, comme passer à travers le tube Ikea, là, et bien à force de revivre quelque chose, et bien on change notre vécu d'image de corps. Les choses changent, heureusement, tout change, rien n'est fixe. Mais évidemment, si on tape 10 fois sur la même souffrance, elle va finir par s'inscrire profondément, ça c'est sûr. Et voilà, donc, ce que je vous ai dit là, évidemment, c'est peut-être pas ce qu'on aussi scientifique, parce que on est toujours à la recherche de preuves scientifiques actuellement, de choses qui se disent, on veut des certitudes. Alors je crois que quand on est à essayer de comprendre la construction de la vie psychique, qu'elle soit d'un enfant, d'un fœtus ou d'un adulte, c'est une science naturelle. Une science naturelle qui va dans le sens de l'organisation de la vie. Et je crois que ce qui est important dans l'observation d'un enfant et dans la compréhension de l'organisation psychique d'un enfant, c'est surtout tous de savoir assumer notre capacité d'incertitude. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si d'emblée quelqu'un a déjà posé une question, sinon je m'y colle de nouveau, mais je préférais que ça vienne plutôt du public. Je t'en prie. Vous avez parlé de la PMA et de la GPA, et je voudrais savoir votre avis quant à l'épanouissement de ces enfants. Si pour vous, il arrivera à s'épanouir de façon tout à fait normale dans ce contexte-là. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Donc il s'agit de la PMA et de la GMA sur laquelle est interrogé. Voilà. Donc ça veut dire, la PMA c'est la procréation médicalement assistée, la GPA c'est la grossesse pour autrui. Alors il est évident que je pense qu'il y a tout à fait moyen que quelqu'un puisse grandir avec son histoire, à condition qu'il ait accès à son histoire. Je pense que ce qui est compliqué, c'est quand il y a des secrets. C'est pour ça qu'un de mes chevaux de bataille, c'est la lutte pour le droit aux origines, parce que maintenant il y a le droit, je me suis battue assez pour le droit aux origines des enfants adoptés, maintenant je me bats pour le droit aux origines des procréations médicalement assistées, parce que je crois que ça c'est quand même une base, et effectivement, pour répondre à votre question, dans le travail que je fais avec les enfants, et c'est clair qu'ils savent, quand c'est un don de spermatozoïde ou un don d'ovule, et que si c'est dit, voilà, ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de la vie, ce que l'enfant fait, chaque enfant est différent, et pour les uns, peut-être ça les questionne plus que d'autres, mais c'est pas une tare à vie, quoi. Simplement, ça devient compliqué quand c'est un secret, et moi je le vois dans leurs dessins, et je le vois dans le travail qu'ils font. Et alors je fais toujours venir les parents, et je dis, écoutez, dites-moi un peu, oui, on vous l'a pas dit, mais je dis, il n'y a pas de honte, mais dites un peu à votre enfant, voilà. Et extraordinairement, par exemple, pour des dons, je pense à un nombre de cas de dons de spermatozoïdes, l'investissement du père, qui n'est pas le donneur, puisque le donneur, il n'est pas biologiquement le père, mais l'investissement affectif du père vis-à-vis de l'enfant, une fois que les choses sont dites, incroyable, c'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus vrai, c'est beaucoup plus profond. C'est comme s'il y a une espèce de mur qui tombe, quoi. Tandis que quand il y a cette espèce de mur, je dis à mon fils que je suis son fils, mais qu'il est mon fils, mais en fait, il n'est pas vraiment mon fils. Est-ce que je suis le père, je ne suis pas le père? Tandis que quand les choses sont claires, oui, il est le père, évidemment qu'il est le père, quoi. Merci.
Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre? Je vous en prie. Je voulais savoir quand les enfants dessinent jusqu'à quel âge ils se rappellent de leur vie ultérieure. Quand Quel il âge décide. est-ce qu'il sera? Je réponds pour tout le monde. Je demande la question jusqu'à quel âge que les enfants se rappellent de leur vie in utero, s'il vous plaît. Vous vous en rappelez encore. Seulement, ce qu'il y a, c'est que vous êtes culturellement biaisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, malheureusement, à l'école, le gosse, il dessine un bonhomme et il ne met pas les bras. Mais enfin, tu sais quand même qu'il y a des bras. Hein? Évidemment, dans son schéma corporel, le gosse, il sait qu'il a une tête, deux jambes, des bras. Mais quand il dessine son image du corps. Il dit, mes bras, pour une raison X ou Y, je n'ai pas pu les investir de façon libidinale. Je n'ai pas des bras dont j'ai l'impression qu'ils sont habités du droit de fonctionner, du droit d'avoir du plaisir, du droit de ressentir. Ces trois choses de l'image du corps. Quand il n'y a pas de bras, eh bien, pour une raison X ou Y, ces bras, l'enfant ne les habite pas avec son image du corps. Il sait qu'il a des bras, il sait boire, il sait employer, mais il n'a pas une sensation que ses bras sont un outil de fonctionnalité, de plaisir. Ses bras sont, entre guillemets, pas habités par lui. Évidemment, dès que l'enfant est scolarisé, on rentre dans le dessin culturel, le beau dessin, quoi. Fais-moi un peu un beau dessin. Conforme, oui. Alors évidemment, là, on ne parle plus d'image du corps. Et donc, c'est chez les ados, dans le gribouillage, ça revient. Mais, quoique, hein. Mais c'est beaucoup plus scolarisé plus tard. C'est pour ça, beaucoup de respect pour les gribouillages. Et les tags aussi. Et les tags. Oui. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Je vous en prie. Quand vous parlez des fondements, dans celui d'Estérance, vous parlez du principe de continuité spatio-temporelle, mais je n'ai pas compris si c'était du plaisir qui devait être donné de façon constante. Ah oui. Ah, bonne question. Bonne question, parce que nous sommes effectivement... Alors, avec un nouveau-né, c'est quoi le principe du plaisir? Le principe du plaisir, c'est je suis là de façon inconditionnelle pour toi. C'est-à-dire qu'un nouveau-né, vous n'allez pas dire écoute, tu pleures, mais tu sais, je vais d'abord terminer de lire mes mails et puis je viendrai voir. Non. Inconditionnellement, un tout petit, vous allez être dans le principe du plaisir, c'est-à-dire que vous allez immédiatement répondre à ses attentes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on oublie que vers 2 ans et demi, mais déjà plus petit, mais on doit les mettre face au principe de la réalité. C'est-à-dire que on n'est pas là, on n'est pas dans de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que oui, ben, tu attends un peu que j'ai terminé, ou tu auras cette petite voiture, tu veux cette chose, ben écoute, pas maintenant, parce que tu as déjà vu quelque chose hier, ce sera pour ton anniversaire, ou que sais-je. Hein, mais donc le principe du plaisir, en fait, c'est être là, c'est de l'amour inconditionnel. Quoi que tu fasses, tu me vomis, tu me fais des diarrhées gigantesques, ça pue un peu, mais voilà. Je suis là, je vais te changer, parce que tu es petit, parce que tu as besoin d'être rassuré. C'est cette fameuse sécurité dont on parlait Brigitte, hein, et qui est vraiment essentielle. Ce principe du plaisir, c'est le principe qui donne cette sécurité de base. Et ça, c'est très, très important. Tu es d'accord? Je peux dire non. Allez, d'accord. Voilà, je ne sais pas si c'est encore une question, mais j'ai envie d'en poser, si je peux me permettre. Oui. Moi, ce qui transpire un peu avec tout votre discours et celui de Brigitte, enfin, encore plus le vôtre, c'est qu'on s'occupe beaucoup des enfants. Et est-ce qu'on ne doit pas aussi apprendre aux parents ou accompagner les parents dans le nursing de leurs enfants? C'est-à-dire leur montrer aussi un chemin. Qu'on parle beaucoup de ça et qu'on ne parle peut-être pas assez de ça, de la capacité que les parents peuvent développer, être à l'écoute d'eux-mêmes et de pouvoir faire un chemin aussi dans leur parentalité. Ah, là, vous touchez un peu un sujet brûlant, en ce qui me concerne.
parce que je trouve que c'est très 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 compliqué d'être parent aujourd'hui. C'est très compliqué d'être parent aujourd'hui parce que d'abord les publicités vous leurrent complètement. Je vois beaucoup de parents qui tombent des nues en voyant ce que c'est qu'un enfant. Parce que ça pleure, ça vomit, ça vous empêche de dormir, ça sent pas toujours très bon. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il y a dans la pub des Lange et les banques qui disent ouvrez votre compte, hein, votre petit bébé il sera ravi, on voit un bébé joue plus rayonnant et tout ça, c'est fantastique. Hein. Et donc, on n'est pas préparé, et c'est malheureux parents, non seulement ils ne sont pas préparés, deuxièmement, on leur dit vous êtes priés d'être parfaits. Hein. Vous avez employé la pilule, vous avez décidé de l'arrivée de cet enfant. Maintenant, occupez-vous-en de façon parfaite. Il doit, Madame Drory a dit il y a 6 fondements là du mois, et vous êtes priés de remplir la charte de façon parfaite. Son vouloir, sa compétence, sa persévérance. Oh, non mais écoutez, c'est discours psy, c'est pompon. Publicité, discours psy, attente sociale. Hein, tu dois être un bon parent. Conclusion, ces pauvres parents, il faut pas toujours les trucs dans le bon sens, quoi, comme tu disais. C'est-à-dire qu'ils pensent que de l'autonomie, c'est très très vite laisser l'enfant se débrouiller tout seul et parler à 1 an et demi et s'émerveiller si à 3 ans il vous dit que Hollande est le chef, le président de la France. Ah, j'ai fait mon boulot là, vous avez vu, cultiver mon enfant, il est génial et tout ça. Surtout, il doit être sage, l'enfant qui est sage, qui ne salit pas, qui ne joue pas avec des bâtons et de la boue. Alors que, bon, c'est pas tout à fait ça, quoi. Hein. Et donc, c'est compliqué. Les parents travaillent, ils sont stressés, ils ont peu de temps. Il y a ces écrans contre lesquels il faut se battre, mais contre lesquels on met devant quand même déjà des tout petits bébés, parce que comme ça, il ne pleure pas, il est tranquille. Donc, c'est pas un monde facile, et je pense que, comme vous dites, c'est important d'en parler et de dire, voilà, on sait que c'est compliqué, mais vraiment, ça vaut la peine de passer du temps avec le bébé. Et ça vaut vraiment la peine parce que c'est un être intéressé à ce que vous pouvez lui apporter. Hein? Et quand Brigitte disait les parents sont sur leur nuage devant leur petit bébé, mais le bébé l'est pas, oh là là, je l'aurais embrassé quand elle a dit ça, quoi. C'est ça le problème, c'est que non, le bébé, il faut le prendre, il faut lui parler, ça prend du temps, c'est fatigant, c'est vrai. Il faut donner beaucoup de soi dans une société très individualiste malgré tout. On voit beaucoup de couples qui se séparent quand l'enfant il a à peine 1 an et demi, parce que comme ça, pendant une semaine, je l'ai pas, quoi. Mais je l'adore, hein, c'est pas ça. Mais voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est pas. Ça demande beaucoup de dons de soi, mais peut-être que si on montre aux parents que cet enfant il est quand même très très intéressé par tout ce qu'on lui apprend et que l'autonomie, c'est très bizarre. Au niveau de l'autonomie, ils font un peu les choses à l'envers, quoi. Hein? Je vais vous dire, ils sont devant moi, le crayon tombe et ils plongent tous les deux pour ramasser le crayon et le gosse il a 4 ans. Hein? Alors je leur dis, attendez, c'est un sauveté-nom, quoi. Il ne s'est pas ramassé tout seul. Et il me regarde. Oui, mais c'est pour être gentil. Oui, mais je dis, c'est pas gentil du tout. Vous lui dites qu'il est en conflit. Ah, moi, je leur parle comme ça, hein, je suis un peu direct. Alors, vous comprenez, si vous ramassez le crayon à sa place, le message que vous envoyez, c'est qu'il est incapable. Oui, incompetent. Hein, c'est vraiment ça. Il est incompétent. Et alors, on s'étonne qui fait rien à la maison, les ados, ils font rien. Mais je dis, est-ce que vous leur avez déjà demandé de faire quelque chose? Oh, de toute façon, la vaisselle sera mal faite. Non.
les parents ont peur de faire participer les enfants. Ils restent dans le principe du plaisir. Ben non, la réalité, c'est qu'il y a un lave-vaisselle à vider, quoi. Et à 4 ans, il peut aider à le vider, il ne va pas en mourir. Et ça va lui donner une fierté. Et d'ailleurs, c'est merveilleux quand on fait faire ça par des petits. Ils sont fiers comme tout. L'ado, il trouve ça pelant, évidemment, puisqu'il ne l'a jamais fait. Il faut les dresser petits, hein. Et puis, ils sont contents, quoi. Ils ont un sentiment d'être capables de faire quelque chose.